Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai un peu de retard comme d'habitude pour démarrer cette conférence en live. Alors, le thème du jour. Donc, là, je suis partie dans une conférence qui aura une suite. La première question, c'est une question sur laquelle je pense que beaucoup d'entre nous ont dû se la poser suite à des histoires douloureuses, des rencontres qui n'ont pas toujours été suivies d'épanouissement ou de durabilité. C'est pourquoi s'attache-t-on à des partenaires qui ne nous conviennent pas? Alors, moi, comme je suis psychologue et que j'entends beaucoup, et spécialisée dans la relation amoureuse, donc j'entends surtout des personnes qui sont en mal d'amour et qui ont eu des ruptures ou des histoires, ou qui sont en train de vivre des histoires douloureuses. Donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de clarifier un peu pourquoi, qu'est-ce qui nous fait partir dans des attachements souffrants en choisissant et en rencontrant des personnes qui ne nous correspondent pas, qui finalement, après coup, on se dit, mais qu'est-ce que je suis partie faire là-dedans, ou pourquoi je me maintiens là-dedans, je ne peux pas faire autrement. J'entends souvent, c'est plus fort que moi, tous les problèmes de dépendant affectif, hein. Je ne peux pas m'en empêcher, je l'aime, ou alors à l'inverse, je ne l'aime plus, donc je le quitte alors que je l'aimais tellement. Enfin, bon, voilà, où il est question de dire des mots d'amour, et où en général, et on va le voir, c'est ce que je vais développer dans cette conférence, c'est qu'il n'est pas tant question d'amour que ça, mais il est question surtout d'attachement primaire et de psychologique, de mécanismes psychologiques, de système de défense, qui fait que ça prend tous ces conditionnements qui sont liés à nos blessures de l'enfance, qui sont du psychologique en fait, hein. Cette part-là, elle prend énormément le pas sur l'amour, hein, nos sentiments amoureux, et du coup ça nous fait chuter et donc rester souvent trop longtemps avec des partenaires qui ne nous conviennent pas. Donc le titre, j'ai dit, pourquoi s'attache-t-on, hein, et reste-t-on dans des relations avec des partenaires qui ne nous conviennent pas. Alors, ne nous conviennent pas, qu'est-ce que j'entends par là? C'est des personnes avec qui on ne devrait pas normalement rester très longtemps. On ne devrait même pas les rencontrer parfois. C'est-à-dire, on ne devrait même pas être attiré par eux. Donc si effectivement, non seulement on les rencontre, c'est-à-dire quelque part on les sélectionne, et en même temps on y reste, et parfois on s'y maintient, alors qu'il y a une petite voix en nous qui dit « mais qu'est-ce que je fais? Non, je ne devrais pas m'y maintenir, quoi. C'est pas bon pour moi ». Mais on ne peut pas s'en empêcher, on continue, on a l'espoir que peut-être l'autre change, ou que ça... Il y a toujours un espoir dans l'air que ça, peut-être un jour ça va aller mieux, ou qu'on va s'aimer davantage, ou qu'on va retourner au début de fusion, hein, là où c'était le bon. Et donc, si on choisit des partenaires qui ne nous conviennent pas, c'est pas parce qu'on est des masos. Parce qu'en général, on pourrait penser, oui, on est maso... qu'est-ce qu'on fout? On se veut du mal. Non, on n'est pas... Moi, fondamentalement, je n'y crois pas à ça, hein. Je ne pense pas que la nature humaine est masochiste. Je pense qu'au contraire, on a plutôt envie de se faire du bien, hein, voilà, et d'avoir du plaisir dans la vie. On est hédoniste, hein, biologiquement parlant. Mais si on se retrouve dans des relations masochistes, hein, où vraiment où on se fait du mal, c'est que soit on répète des schémas, des patterns de stratégie de survie de l'enfance, et donc ces schémas de reproduction font que on se retrouve toujours, c'est-à-dire la vie nous resserre les mêmes plats, on se retrouve toujours avec le même type de partenaire, même si on croit qu'on a changé, tiens, un nouveau, et donc ça y est, j'ai l'espoir qu'avec le nouveau ça sera mieux qu'avec l'ancien, mais on prend finalement le même type de profil de personnalité, et donc comme on n'a pas réglé certains problèmes, eh ben, la vie nous resserre le même plat, et donc on reproduit jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus de souffrir. C'est souvent là qu'on voit les gens consulter d'ailleurs. On ne peut plus de répéter la même chose, et voilà. Donc en fait, ça confronte, quand on trouve des gens qui ne nous conviennent pas, ça nous confronte à nos zones d'inconfort, à nos limites, et à remarquer que là c'est ma limite, il faut que j'arrête de choisir ce genre de personnes, que j'arrête de recruter ce genre de personnes, hein, de laisser rentrer ces personnes-là dans ma vie, hein, j'ai le choix quand même. Donc ça peut être aussi une manière de regarder, que j'arrête de me maltraiter, hein. Et donc ça peut être aussi l'occasion d'arrêter de reproduire des schémas
et de mettre plus de conscience dans nos relations, au lieu de laisser nos parts inconscientes, nos parts d'enfants blessés prendre le dessus, pour chercher des partenaires qui vont réparer notre enfant blessé, qui va nous combler, réparer tous nos manquements de l'enfance, parce que c'est ça qu'on cherche à faire en général. Et là, c'est peine perdue, puisqu'on n'a pas fait un travail suffisamment de solidité du moi avec nous-mêmes. Donc on part de la relation en mendiant d'amour, hein. Ça vous le savez, on l'a déjà vu, on en a déjà beaucoup parlé. Et donc il y a aussi à regarder que peut-être l'intérêt de, si je fais un recadrage positif, hein, l'intérêt de choisir des gens qui ne nous conviennent pas, c'est aussi de pouvoir arrêter des dysfonctionnements de notre part, opérer des changements et faire différemment la prochaine fois, donc sortir de notre zone, je dirais, de confort, qui est aussi de répéter des zones traumatiques, hein, des schémas traumatiques, pour opérer des changements en nous et faire différemment, et pour prendre soin de nous, hein, justement. Donc c'est important de voir que ces relations qui nous font tant souffrir sont aussi très dépendantes de la manière dont on les regarde. On peut les regarder comme « Ah, c'est l'autre qui est responsable de mon malheur ». Je prends toujours des partenaires et vas-y, et souvent c'est ce que j'entends, hein, on déblatère sur le partenaire, c'est-à-dire qu'on l'accuse de tous nos maux, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui fait faux, c'est lui le grand Manitou, le grand méchant, celui qui nous domine, celui qui nous maltraite, celui qui est violent, celui qui... Bon, allez, on entend tout ça. Donc c'est toujours, en général, ce qui est chose facile, c'est d'accuser le partenaire de tous nos maux, de le blâmer. Ce qui est beaucoup moins facile, c'est de se remettre en question soi. Bon, après, les gens que j'ai en thérapie, souvent, ils se remettent en question, sinon ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne se remettent pas en question et qui terminent la relation en disant c'est vraiment l'autre qui avait faux sur toute la ligne et donc je vais en choisir un suivant qui, celui-là, va me convenir. Je n'ai pas encore trouvé la bonne chaussure à mon pied, donc je cherche la bonne personne. Et après, je vais voir tous les coachs qui vont me dire quelle est la meilleure stratégie pour trouver la bonne personne, parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne. Mais ce n'est pas ça l'histoire, ce n'est pas que je n'ai pas trouvé la bonne, c'est que quand je prends un partenaire qui ne me convient pas, ça me confronte surtout à moi, à qu'est-ce qui se passe, quelle est la partie de l'enfant blessé qui choisit un partenaire qui n'est pas OK pour moi, comment je ne mets pas mes limites, ou comment je ne sais pas prendre soin de mes besoins, par exemple. Comment j'ai des croyances limitantes qui font que j'ai un imaginaire surdéveloppé et j'imagine que je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Ça, voilà. Donc je vais en profiter pour justement vous développer cette partie plutôt de je reprends ma responsabilité, je reprends ma puissance en main, hein, quand je suis confrontée à des partenaires qui ne me conviennent pas. Plutôt que de toujours remettre la faute sur l'autre. Voilà. De remettre la responsabilité sur l'autre et d'être victime, c'est pour moi pas très intéressant comme posture. Le plus intéressant, c'est quand même de se dire, bon bah écoute, voilà, je vais reprendre le contrôle et je vais essayer de remettre un peu de puissance et de sortir de ma zone d'impuissance en me positionnant comme une victime. Ou en essayant de trouver la meilleure stratégie pour enfin trouver la bonne personne, mon âme sœur, hein, puisqu'il y a une aspiration à la communion quand même chez chacun d'entre nous et à la complétude. Et donc très souvent on peut se dire « Ah mais j'ai pas encore trouvé mon âme sœur et donc je continue ma quête du Graal » sans tenir compte de toute cette part psychologique qui est énorme puisque nos attirances, hein, il y a comme un mystère de l'attirance en fait, hein, et on est souvent, je le dis souvent dans mes conférences, on est attiré par au niveau énergétique comme ça, on est attiré par beaucoup plus sur des névroses complémentaires. Il y a beaucoup plus de parts psychologiques qu'on l'imagine que simplement une alchimie qui se crée. Ah oui, il est beau, elle est belle, je l'admire, ça y est, c'est magnifique. Non, il y a une part psychologique qui est énorme, qui est liée à notre subconscient, hein, qui fait qu'il y a 90% de notre cerveau subconscient qui est en mode attiré par des personnes qui nous renvoient en général à des modèles parentaux, c'est-à-dire ils nous rappellent notre père ou notre mère, hein, ça c'est le complexe de Bible, et donc très souvent, soit on va répéter ça, c'est-à-dire même si c'est par exemple un père autoritaire ou une mère autoritaire, peu importe, je donne un exemple comme ça,
On va avoir envie de retrouver plus tard un partenaire du même genre ou du genre complètement opposé. Donc soit on répète comme ou on répète contre, mais très souvent on va répéter des modèles familiaux parce qu'on a vécu enfant avec ça et on s'est familiarisé avec ça, donc on va répéter ça. Ça c'est la part inconsciente, traumatique, qui va nous faire choisir des partenaires qui ne nous conviennent pas, sans qu'on mette de la conscience et de la lucidité là-dessus. Et tant qu'on n'est pas conscient de ces mécanismes, on répète, on répète, on répète. Donc ça c'est important aussi de faire un travail évidemment d'introspection pour reprendre le pouvoir en main et arrêter de répéter les mêmes schémas, parce que tant que vous n'avez pas compris, la vie vous resserre le même plat toujours et encore. Bon, quand vous avez marre de souffrir, en général, vous regardez chez vous et ça commence à s'arrêter. Commencez à faire un pas de côté, c'est ça, mettre de la conscience, c'est la capacité de faire un pas de côté, de dire je vois ce qui se passe chez moi, que je répète tout le temps, de ce qui n'est pas conscient, ça va devenir conscient, et là je peux commencer à faire un pas de côté pour faire un chouïa différent. Voilà, ça c'est tout le travail de thérapie, d'élargir les options pour faire un peu différent, mais encore faut-il être au courant de qu'est-ce qui se passe chez moi, qui fait que je répète toujours la même chose. Donc, et c'est ce qu'on va regarder dans cette conférence, où je vais décliner de nouveau les 5 profils de personnalité. Oh là, il y a tellement de monde qui est là. Oh là, vous êtes nombreux là. Alors attends, je regarderai, hein, là je continue de développer un peu, puis après je regarderai ce que vous me dites. Donc je disais que je vais reprendre parce que j'ai écrit un bouquin sur les 5 profils amoureux. Alors je reprends les 5 profils et je vais les décliner. Donc il y a le frileux, l'altruiste, l'alpha, le planqué de l'amour et le clivé de l'amour. Donc je vais reprendre mes profils de personnalité, enfin ceux que j'avais décrits dans mon livre, et vous allez voir que selon le profil, chaque profil a des manières de s'attacher à des partenaires qui ne lui conviennent pas, d'une façon différente, et donc de se blesser, de se faire du mal avec ça, et de répéter toujours la même chose, jusqu'au jour où il peut mettre en clarté justement ce qui définit son profil, et comment il peut commencer à faire un peu différent, à faire autre chose, parce que sinon on a tendance tous à répéter toujours et encore de la même chose. En général, c'est ce qu'on sait faire le mieux, c'est de faire toujours et encore de la même chose pour produire toujours et encore les mêmes effets. Donc à un moment donné, c'est bien de mieux se connaître et de mieux être en contact avec ce qui définit notre structure de personnalité pour pouvoir un peu faire bouger les lignes, modifier un peu ce disque dur qui sont des programmes de survie. Et les programmes de survie sont là pour survivre. C'est pour ça que ça crée des mécanismes de défense très forts. Et tant qu'on n'en a pas conscience, ils agissent à notre insu. C'est un formatage. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être là. C'est notre ange gardien. Ça fonctionne pour nous éviter le pire. Mais ça, c'était le pire quand on était enfant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça nous dessert. Ces mécanismes de défense, on le verra pour chaque profil, nous desservent tellement qu'ils sont contre-productifs. C'est-à-dire qu'ils créent exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Et je vais reprendre ça pour chaque profil, vous allez voir comment ça se joue, c'est juste incroyable. À chaque fois que j'ai des patients, je me dis mais c'est fou. La stratégie de survie qui a servi dans l'enfance, quand j'étais petite, par exemple, pour être aimée de ce papa qui était dur avec moi, j'ai fait tout et n'importe quoi, je ne me suis pas opposée, je voulais qu'il soit fier de moi, etc. Donc ça a servi un temps quand j'étais petite. J'ai cru que je pouvais être aimée de cette façon-là, et je répète ça. Donc je m'adapte à l'homme, je l'idéalise et je me soumets. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est en faisant de la soumission, en étant à l'homme, en étant adulte, que c'est justement comme ça qu'elle ne se sent pas aimée et qu'elle fuit la relation, par exemple. Je prends l'exemple d'une patiente de cette semaine. Donc c'est exactement l'endroit où, en utilisant cette stratégie de survie utile dans l'enfance, qu'elle finit par se faire souffrir et trouver des partenaires qui ne conviennent pas et rester dans des relations où elle se maltraite, par exemple. Et chaque profil fait ça. Et ça qui est intéressant, de voir la part psychologique est énorme. Donc il n'y a pas tellement question d'amour dans ces affaires-là. Moi je dis souvent, il n'y a pas tellement, même au début, c'est une confusion entre j'ai de l'amour, je t'aime plus, je te quitte. Non, il y a énormément, beaucoup plus de psychologique et d'attachement primaire qu'on l'imagine. Alors, donc je vais reprendre chaque profil, pourquoi je rencontre tel profil, pourquoi je rencontre telle personne, et puis qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça. Donc si on reprend le frileux de l'amour, qui est le profil numéro 1, le frileux qui est la structure déconnexion en fait.
Donc la structure 1, le frileux, c'est quelqu'un qui a tendance, vous vous rappelez, à être évitant de la relation. On appelle aussi souvent le contre-dépendant. Il y a plusieurs types de contre-dépendants, mais le frileux, c'est celui qui s'isole, qui aime bien la solitude, qui est froid, comme son nom l'indique, et qui a besoin d'espace, qui se sent coupé, qui se sent vite envahi par l'autre et coupé. Alors, de nouveau, on a tous des aspirations à rentrer en lien, hein, à communier, mais le frileux, il va vite se sentir envahi par l'autre. Et donc c'est lui qui va être rejetant en général. Il va avoir tendance à préférer sa solitude au lien et à vite repousser l'autre, hein, ou à ne plus donner de nouvelles, à rester un peu dans le silence. Et il ne le fait pas exprès, c'est son mécanisme de défense parce qu'il a peur que l'autre soit le rejette, soit surtout l'envahisse, hein, lui demande trop, enfin, en fasse trop, et donc à ce titre-là, il se retrouve dans sa solitude, qu'il vit bien d'ailleurs, hein, parce qu'il s'est habitué, il est familier avec sa solitude, ou son monde intellectuel, il se réfugie là-dedans, mystique, mais il a peur du lien quelque part, il en a peur, il en a besoin, donc il y a toujours ce conflit intérieur chez le frileux, qui fait que à la fois c'est sa plus grande peur et son plus grand besoin. Et donc, comme souvent il a besoin du contact, puisque le frileux il évite le contact, mais on a tous besoin de contact, de tendresse, de chaleur, de sexualité, etc. Donc comme il a été rejeté petit, bah, il a appris à faire ça. Et donc c'est souvent dans la zone d'intimité, parce que c'est là où on le touche le plus, si on veut le masser ou si on veut le toucher, très souvent le frileux il dit oh là là, il le prend comme du rejet. Donc il dit à la fin, le frileux, il dit ben moi je trouve personne, hein, il n'y a personne pour moi, je suis seul au monde, je ne trouve pas, je suis tellement coupé que j'arrive pas à trouver, etc. Mais en fait, il ne descend pas dans la relation, donc il reste invisible le frileux. Il a tendance à pas vraiment aller sur le terrain, où il y va puis il se retire, donc du coup, il va trouver aussi d'autres enfants blessés, hein, qui peut aussi faire ça, qui restent dans leur coin. Si chacun reste dans son coin, il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est une non-rencontre. Le problème du frileux de l'amour, c'est qu'il va générer des rencontres qui ne se font pas. Donc soit il se sent envahi, soit il frustre l'autre, et rend l'autre responsable. Voilà comment ça se passe, hein. Il rend l'autre responsable de son malheur. L'autre en veut trop, il demande trop, il exige trop, il m'envahit trop, et donc il a un petit côté souvent un peu méprisant, mais bon, il le juge et il se retire dans sa bulle, voilà. Il ne supporte pas les dépendants affectifs d'ailleurs. Donc pour le frileux, en fait, le frileux va s'attacher, pas longtemps d'ailleurs, puisqu'il y a un problème d'attachement, attachement anxieux, donc il va avoir tendance à rendre l'autre responsable, hein, à dire que c'est l'autre qui est envahissant, c'est l'autre qui demande trop, c'est l'autre qui n'est pas à la hauteur, c'est l'autre qui ceci, bon bref, et du coup il se retrouve tout seul. Mais après, il s'arrange avec sa solitude, mais il pleure un peu sur son sort que j'ai besoin, mais je n'arrive pas à combler mes besoins en fait, hein. Voilà, mais c'est la peur du lien qui fait foi ici. Donc ce qu'il a à comprendre, c'est ça, hein, c'est que son mécanisme, c'est j'ai peur et j'ai besoin. Et donc tant que je ne laisse pas l'autre m'approcher, forcément, je vais continuer toujours à répéter la même chose. Si vous fréquentez des frileux et que vous êtes attaché à des frileux et que vous-même vous ne l'êtes pas forcément, hein, la structure déconnectée, vous allez vite vous sentir rejeté. Le silence radio, ça va vous coller une panique et ça va vous mettre en mode dépendance affective. Moins il répond, s'il a répondu un peu au début, parce qu'il rentre quand même un peu en relation, moins il a répondu, plus vous êtes attiré, vous dites mais il me répondait au départ, maintenant il fait silence radio, pourquoi il fait silence radio? Et donc vous accrochez, vous courez derrière, hein, quelqu'un qui vous fuit en fait, hein, et ça vous met en panique. Pourquoi s'attache-t-on à des personnes comme ça? Soit parce que vous aviez un papa ou une maman qui était comme ça, et donc vous êtes familier de la pénurie, et donc on va voir que les structures altruistes, c'est-à-dire ceux qui réclament, qui ne sont jamais assez remplis, qui sont dans le thème du vide affectif, vont courir derrière les frileux, parce qu'ils vont attendre que le frileux les remplisse,
mais c'est jamais assez. Donc, il y a voilà, donc ça match. C'est des profils qui s'attachent, qui ont des grosses névroses complémentaires. Mais évidemment, ça va vite bugger, hein, comme vous avez remarqué. C'est le genre de complémentarité qui ne fonctionne pas bien. Ou alors, effectivement, vous pouvez vous attacher à un frileux parce que vous êtes admiratif de sa connaissance, de son côté intellectuel, mais quelque part, vous râlez parce qu'il ne vous donne pas assez. Et ce qu'il ne peut pas donner d'ailleurs, hein, sans comprendre pourquoi il ne peut pas donner. Parce qu'il réserve son territoire. Là, c'est mon espace, tu ne rentres pas dans mon espace, donc il se retire dans ses billes. Donc si le frileux reste dans sa coquille et qu'il ne sort pas de sa coquille, bah, il n'aura jamais... rien va se passer, hein, voilà, pour lui. Et puis, si vous vous attachez à un frileux et que vous continuez malgré tout à insister pour qu'il donne plus, c'est comme ça qu'il va se retirer toujours plus dans sa coquille. Parce que vous faites peur, et lui se sent toujours plus envahi, et c'est comme ça qu'il se retire encore plus, sans donner de signaux et d'informations. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il ne donne jamais d'informations. Donc il faut lui laisser de l'espace pour qu'il revienne dans le lien, sans que vous soyez en mendiant d'amour. Si vous êtes trop dans la demande, lui, il va le fuir encore plus. Vous avez compris que le frileux, ça fait ça. Il se retire tout de suite, il coupe le lien. Voilà. Bon, voilà, ce téléphone, on va laisser sonner. Là, c'est l'impro. Voilà, ça c'est pour le frileux. Pour la structure 2, qui est l'altruiste. Donc l'altruiste, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Enfin, je vais laisser passer le... Donc, quand je suis moi-même altruiste, je suis quelqu'un qui est dans le don, je suis quelqu'un qui... ça, c'est existentiel. Hein. Je donne pour recevoir ce dont j'ai besoin, mais je ne sais pas... je crois que je ne peux pas obtenir tout ce que je veux, tout ce que j'ai besoin. Donc, je donne ce que j'ai envie de recevoir, en fait. Hein. Ça, c'est... Je reprends le profil altruiste. Et il n'y a personne pour moi, soit je me prive, donc voilà, hein, soit je ne peux pas avoir ce que je veux, donc je me prive, soit je me sacrifie pour l'autre, je donne, voilà. Et j'anticipe que je ne peux pas avoir et je vais me plaindre et je vais réclamer ou je vais me plaindre que je ne reçois pas assez, que je donne et que l'autre ne me donne pas, je me sacrifie, je joue au sauveur, après tout ce que j'ai fait pour toi, je ne reçois jamais, voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander ce qu'il a besoin. Parce qu'il croit que s'il demande, il ne va pas obtenir. Donc, il est familiarisé avec recevoir peu, avec la pénurie, et donc il n'a pas l'habitude, il a plus l'habitude de se plaindre, passif-agressif, hein, et de jouer à celui qui est gentil, hein, c'est le gentil garçon, la gentille petite fille. Donc l'altruiste, c'est ça. Mais en fait, il y a une grosse colère rentrée, et de temps en temps, il explose. De temps en temps, cette colère, elle passe en mode agressif, mais après avoir été gentil. Hein. Donc, mais en général, il ne sait pas recevoir ce qu'il a besoin. Il sait donner au lieu de recevoir. Donc, pourquoi on s'attache à des... Alors, pourquoi, si je suis altruiste, ben, je vais mal, et je m'attache à des partenaires qui ne me correspondent pas, parce que je ne prends pas la liberté de demander ce dont j'ai besoin. Parce que quand je suis adulte, je ne suis plus un enfant qui va vivre en pénurie, hein, parce que les altruistes petits n'ont pas reçu ce qu'ils avaient besoin. Ils ont eu des manquements, hein, ils ont manqué d'amour, de sécurité, d'affection, de chaleur, ils ont été traumatisés comme ça. Donc quand ils sont grands, ils continuent d'imaginer qu'ils vont vivre en pénurie toujours, qu'il n'y aura personne pour prendre soin d'eux, pas à la hauteur de leurs besoins, donc ils donnent ce qu'ils ont besoin de recevoir. Et donc du coup, ils vont toujours manquer. Parce qu'en tant qu'adultes, ils pourraient, et c'est ça la résolution, ils pourraient avoir la possibilité d'arrêter de faire ça et de demander ce qu'ils ont besoin de recevoir. D'oser la demande, clairement. Hein, et de voir que si la personne ne leur convient pas, qu'elle ne satisfait pas leurs besoins, ben, ils peuvent arrêter. Au lieu de continuer à se sacrifier, à s'oublier, à donner, l'altruiste peut arrêter de dire ben, cette personne ne me convient pas, et à ce moment-là, ben, je vais chercher quelqu'un qui, en demandant clairement ce que je veux, peut fournir ma dose, quoi. Alors, mais bon, ça c'est évidemment une sortie du profil altruiste, et ça serait bien qu'ils y arrivent. Mais très souvent, ils n'arrivent pas, les altruistes. Hein. Les altruistes restent dans leur schéma, en se plaignant, en étant victimes, et en disant, oui,
tu n'es pas la bonne personne, tu t'occupes pas assez de moi, moi je m'occupe de toi, mais toi en retour regarde ce que tu fais, t'en fais jamais assez. Voilà, c'est l'avidité, et l'altruisme c'est toujours insatisfait chronique, en mode avidité. Je suis jamais assez rempli, je suis toujours vide, et tout ce que tu fais je le vois pas, ou c'est pas assez, il y a toujours quelque chose à critiquer parce que tu viens pas prendre soin de mes besoins. Mais déjà lui il ne prend pas soin de ses besoins à lui, et il réclame toujours son dû en étant toujours insatisfait chronique et en donnant plutôt qu'en recevant. Et même l'altruiste, autre chose qu'il fait aussi en s'attachant, sa tendance à s'attacher de manière malsaine, c'est d'anticiper qu'il ne peut pas demander donc à l'autre, et d'anticiper que s'il demande, il va blesser l'autre, donc il se met à la place de l'autre, il pense à la place de l'autre. Ça c'est très fréquent. Il dit ah ben non je vais pas lui demander parce que je lui demande je vais la blesser ou je vais le blesser, et donc je décide avant, je décide à sa place d'arrêter la relation, ou je décide puisqu'elle va être blessée, je vais quand même pas oser demander je sais pas du temps ou de la non-exclusivité. J'avais un cas comme ça, je veux pas être exclusif, je veux pas demander à mon partenaire la non-exclusivité puisque de toute façon elle va dire non, donc je me mets à sa place et j'imagine que l'autre va pas me répondre dans un oui. Donc forcément, en se mettant à la place et en décidant à la place de l'autre, il ne risque pas de recevoir ce qu'il veut. Voilà, ça c'est des bonnes manières de saboter en étant altruiste. Et de répéter toujours les mêmes schémas. Voilà, il n'y a personne pour moi, je suis là pour les autres et il n'y a personne pour moi. Voilà comment l'altruiste se fait souffrir tout seul. Et alors quand vous vous attachez à un altruiste, pourquoi est-ce que ça peut ne pas vous convenir ? Parce que l'altruiste, vous êtes certainement attiré par le côté gentil. Au départ, c'est des personnes altruistes, généreuses, empathiques, accueillantes, chaleureuses, sociables, aimantes, donc qui donnent généreusement avec tout leur cœur, c'est l'ouverture du cœur, et donc ils sont vraiment là à l'écoute. Donc c'est charmant. Ça séduit beaucoup. Les altruistes sont très séducteurs, très charmants, très souriants, très aimables. Voilà, donc c'est sympathique, quoi. Ils n'ont pas la gueule, ils se mettent pas dans leur coin, c'est pas des frileux, ils sont pas froids, donc ils sont très chaleureux comme ça. Donc ça peut être attirant, surtout si vous êtes dans une période où vous avez été un peu là, on est dans les périodes de confinement, vous êtes un peu dans l'isolement, dans le froid, pas assez d'amitié, etc. Ah, tomber sur un altruiste, là, il est expansif, donc ça peut être agréable pendant un premier temps, mais ensuite... comme il est dans l'avidité, ça peut être réclamant, ça va vite réclamer, et comme il n'est pas en conscience qu'il ne demande pas exactement ce qu'il veut, donc il peut être envahissant dans trop de générosité. Je te donne ce que tu ne demandes pas en fait, je te donne ce dont tu n'as pas besoin. Voilà. Je donne trop, quoi. Je joue au trop gentil garçon, je me mets à tes pieds. J'en avais un hier, il était... tu es ma femme idéale, donc je t'ai déifiée, tu es ma déesse, donc à ce titre-là, je te donne tout, tu es la femme unique de ma famille, voilà, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es tellement formidable, tu es merveilleuse, donc je suis chevalier servant à tes pieds, je te fais tout, et au bout de 6 mois, ça avait complètement capoté, parce que le trop gentil garçon, elle en pouvait plus d'ailleurs, j'en étais étouffée par le gentil garçon, asphyxié, et puis surtout désintéressé en désamour, parce que le gentil garçon, et je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, le trop gentil garçon c'est faux, c'est qu'il s'oublie, qu'il n'est pas en réciprocité. L'altruiste fait ça pour exister. Je suis utile à l'autre parce que si je ne suis pas utile, je ne peux pas être aimée, c'est ce qu'il croit. Donc si je suis utile en faisant tout ce qu'elle veut, à ce moment-là c'est comme ça que je crois qu'elle va m'aimer. Donc évidemment c'est un faux self. Et puis c'est contre-productif, que je disais au début, parce que c'est parce qu'il fait ça que l'autre va le désaimer. C'est trop envahissant, et on sait très bien que, par exemple, là, je suis dans l'exemple de femmes, mais quand une femme trouve un trop gentil garçon, elle a tout le pouvoir, il lui donne tout le pouvoir, donc elle a la baguette magique, et elle a tellement de contrôle et de pouvoir qu'elle ne sait plus quoi en faire de cette toute-puissance, et donc elle finit par rejeter l'homme qui au départ lui plaisait, parce qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. Maintenant que tu fais tout, tu es à mes pieds, il n'y a plus de mystère, quoi. Tu m'échappes pas. Et on sait très bien qu'il faut un peu de mystère ou de résistance, ou que l'autre nous échappe, pour sentir le manque, pour sentir un peu de tension amoureuse, parce que sinon, si l'autre est complètement acquis,
ne nous intéresse pas, quoi. Il est, bon, bah, c'est bon, hein, c'est ma plante verte, là, enfin, je la joue un peu radicale et rapide, c'est pas tout à fait ça, mais je la fais rapide, mais bon, une fois que tu es complètement acquis, que j'ai plus besoin de te séduire, de te capter, voilà, bon, bah, c'est bien, tu es à mes pieds, tu fais tout ce que je veux, bon, bah voilà, je suis dans la toute-puissance, tu fais tout ce que je veux, ben, je sais plus quoi en faire de toi, quoi, parce que hein, je suis trop dans la toute-puissance. Donc c'est pas juste non plus, ce sont des postures qui sont excessives. Et l'altruiste, je vous rappelle, il fait ça dans sa structure de personnalité, c'est son noyau dur. C'est si je ne fais pas, si je ne donne pas tout, je vais blesser. Si je vais blesser, je vais être rejeté, on va m'abandonner, c'est la blessure d'abandon. Et donc je dois faire tout pour l'autre. Sinon l'autre va me lâcher la main parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas une bonne personne, je ne m'estime pas assez. Donc pour m'aimer, il faut que je donne, je donne, je donne. Par contre, je ne demande pas ce que je veux. Et je ne sais pas recevoir de l'autre ce qu'il me donne vraiment. Voilà. Donc je deviens passif-agressif. Donc voilà, donc si vous vous attachez à un altruiste, vous risquez d'être effectivement à un moment donné déçu parce que envahi, et puis surtout, bon, bah, voilà, il est à vos pieds, donc bon, bah, c'est bien. Hein. Et next step, qu'est-ce qu'on fait de ça quoi, maintenant? Voilà, maintenant qu'il m'offre plein de cadeaux, c'est un peu le serviteur, mais du coup il se rabaisse, il est en position moins plus, hein, et il se met en dessous de vous, donc il devient beaucoup moins intéressant côté sentimental et côté sexuel aussi, ça se joue aussi sur la sexualité, il n'est plus en réciprocité. Donc c'est des histoires malheureuses. Le profil, je continue, après je m'intéresserai avec à vos questions. Le profil 3, c'est le profil alpha. Donc le dominant, c'est en général quelqu'un qui a un noyau un peu parano. Donc il a besoin de contrôler, il se méfie parce qu'il croit que l'autre va le manipuler ou le trahir. Il est en mode je scrute, à un moment donné, là tout va bien, je rencontre la personne, tout va très bien avec la marquise, et puis à un moment donné, je suis méfiant, donc je me dis que là tout va bien, mais demain, après-demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il va me trahir, il va être déloyal, ou il va pas penser comme moi, il va me trahir surtout. Donc il croit que l'autre n'est pas fiable, il n'est pas loyal. Hein. Et donc lui, il se veut loyal. Il dit, moi, je vais m'engager, moi, je suis quelqu'un de sécure, moi, j'assure, moi, je suis un chef, moi, je suis quelqu'un, je gère, etc. Donc, je te propose un engagement, un contrat de mariage, enfin, des choses très fiables comme ça. Un contrat stable, de l'exclusivité, du soutien, enfin, tout ce qui est très prometteur d'engagement et de sécurité. Hein. Donc, le 3 promet de la sécurité et c'est comme ça qu'il prend le contrôle. Et évidemment, on s'attache. Pourquoi on s'attache à des partenaires comme ça? C'est ceux qui s'attachent à des partenaires comme ça et qui peut-être ne leur conviennent pas tant que ça. Ce sont des personnes qui justement ont un moi fragile, qui sont dans des périodes où elles ont besoin de sécurité et qui se disent « Ah, enfin, j'ai trouvé la perle rare, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui enfin veut s'engager, alors que les autres ne voulaient pas s'engager. Les autres voulaient me consommer, par exemple, ou ne s'engager pas. Ah, homme ou femme, ah, je trouve enfin quelqu'un qui est fiable et qui veut s'engager. » Et hop, on tombe sur un alpha. Sauf que l'alpha, petit côté pervers, il veut toujours tout contrôler. C'est-à-dire qu'il veut voir les choses, enfin, il faut que vous voyez exactement comme lui. Vous pensez comme lui, vous voyez comme lui, il drive et il contrôle dans le sens où il se méfie et il ne faut pas que vous soyez déloyal, quoi. Il ne faut pas que vous fassiez un pas de travers. Parce que si vous n'êtes pas congruent, si vous dites des choses que vous ne faites pas, si vous n'êtes pas cohérent tout le temps, si vous n'êtes pas tout le temps fiable, alors là, il va vous dégager, mais vite fait, bien fait. Puis alors, une fois que ça passe sous sa cage chez le contrôlant, chez l'alpha, c'est si vous brisez son contrôle, ça le met en impulsivité, et là, il devient agressif, et il se met en insécurité, et plus il est en insécurité, plus il contrôle, et plus il contrôle, plus il est agressif, et plus il est cassant, et plus il est imprévisible, et plus il maltraite, et à un moment donné, l'autre, soit il n'a pas le choix, le partenaire, soit il se soumet, soit il ne se soumet pas, quoi. Et donc, il va rompre la relation où il se soumet en ayant peur, en étant terrorisé. Donc, il va attirer des profils soit altruistes, des gens qui sont en manque affectif, qui se soumettent, qui s'adaptent, soit des planqués qui s'adaptent, mais
font tous leurs trucs en sous-marin, mais justement les planqués à un moment donné ils se font contrôler et fliquer par le 3 qui se méfie, par l'alpha qui se méfie et qui finit par trouver les indices comme quoi l'autre m'a trompé, il n'a pas dit la vérité, voilà, ça c'est le planqué. Donc ça tient pas très longtemps non plus ce type de relation. Où ils se mettent pas vraiment à décliver. Donc les 3 ils s'arrangent pour se mettre non, les 3 ils se mettent pas avec des frileux non plus. Donc ils se mettent souvent avec des personnes à manque affectif qui vont contrôler d'ailleurs, hein. Et donc pour l'alpha, lui son problème c'est de ne pas accepter de lâcher prise, c'est-à-dire qu'il crée un imaginaire, lui il est dans son monde imaginaire où il anticipe le fait que l'autre va le trahir, mais ce n'est qu'un imaginaire. Ce qui pourrait faire que ça aille mieux pour lui, il pourrait changer, hein, prendre la responsabilité du changement, mettre ça en conscience, et changer, faire un petit pas de côté, et changer dans le sens de se dire, attends, pour l'instant, il ne m'a pas trahi. Donc j'arrête de me raconter des cracks, et le jour où si vraiment l'autre me trahit, ou me trahit, ou est déloyal, ou n'est pas congruent, je peux quand même essayer déjà, avant de le larguer, de comprendre de quel endroit ça part qui m'a menti, par exemple, hein, parce qu'il ne supporte pas le mensonge, mais il n'est pas très empathique. C'est-à-dire que lui, hop, il m'a menti, il a prévu de ne pas me mentir, c'était dans le contrat, donc je le largue. Mais avant de larguer quelqu'un, parce que lui, ça le fait flipper, hein, comme il est contrôlant, il faut que les choses soient carrées. Donc avant de larguer quelqu'un, il faudrait peut-être qu'il se mette à se mettre en empathie, c'est-à-dire quelle est la fonction du mensonge, pourquoi l'autre m'a trompé, de quel endroit ça part qui m'a trompé. Souvent, ils se mettent avec des gens qui s'adaptent, qui se soumettent, et donc les autres, les partenaires sont terrorisés, hein. Ceux qui se mettent avec les alphas, ils sont souvent terrorisés par l'alpha, qui drive, et qui est contrôlant comme ça. Donc c'est bien aussi que l'alpha, au lieu de rester dans son imaginaire et dans sa blessure de trahison, il se mette un peu à la place du partenaire, et qui se pose la question de pourquoi le partenaire a tellement peur de lui. Voilà. Donc, et pourquoi il ment, c'est pas un hasard en général. Donc c'est intéressant aussi de voir, ça se joue toujours à 2 ces affaires-là, c'est des névroses complémentaires, donc ça s'emboîte parfaitement. Et je vous répète, hein, pourquoi on s'attache à des partenaires qui ne nous conviennent pas, c'est parce que justement c'est des problématiques complètement inconscientes, et ça s'emboîte parfaitement en fait, hein. Le contrôlant prend quelqu'un qui tolère d'être contrôlé, parce que si on ne tolère pas d'être contrôlé, on ne reste pas avec un contrôlant. Si on n'aime pas être soumis, on ne reste pas avec quelqu'un qui drive, hein, et qui se méfie tout le temps, et qui drive, et qui dirige, et qui dit les choses doivent être comme ça, pas autrement, c'est comme ça, comme ça. Et bien si on n'aime pas ça, on ne reste pas. Donc ça se joue toujours à 2, ça s'emboîte parfaitement. C'est vraiment des histoires de névroses complémentaires, et c'est que du psychologique, il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans, ou dis-moi amour. Il y a de l'admiration peut-être, l'idéalisation projective, il n'a jamais été question d'amour. C'est que des affaires psychologiques, des attachements primaires. Alors, ça, c'est pour l'alpha. Et donc, quand vous vous attachez... Pourquoi vous attachez à un alpha? Je l'ai dit. On s'attache à des alphas, et peut-être ce n'est pas des personnes qui nous conviennent, parce qu'on a envie de sécurité. Et quand on a besoin de sécurité, on trouve des personnalités, qu'on dit des personnalités soi-disant fortes, des gens qui ont des personnalités affirmées. Évidemment, l'alpha s'affirme, parce qu'il est dominant. Mais il est tellement affirmé qu'il ne vous laisse plus de place pour vous affirmer. Et c'est justement parce que vous ne savez pas mettre vos limites et que vous ne confrontez pas avec votre colère l'alpha, que vous vous soumettez en mode esclave, en mode j'ai peur de lui, terrorisé comme une souris, et que du coup, forcément, comme vous ne le confrontez pas, lui il prend le dessus, il vous domine toujours encore plus. Et c'est des affaires qui peuvent rester longtemps comme ça. Qui sont, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, souvent les contrôlants peuvent être aussi des pervers. Ils peuvent avoir un côté pervers dans le sens d'être tellement méfiants que, sans s'en rendre compte, c'est pas toujours très conscient d'ailleurs, ils vous manipulent dans le sens que c'est eux qui décident de la direction de là où ils pensent à votre place, ils sentent à votre place, ils savent ce qui est bon pour vous en fait, hein. Donc là, vous n'avez plus de place. Eux prennent toute la place, c'est à toute puissance. C'est ça le contrôlant, et vous êtes dans l'impuissance, ils vous mettent dans l'impuissance parce qu'ils pensent à votre place. Donc si vous ne savez pas mettre vos limites parce que dans l'enfance vous n'avez pas pu les mettre, et que vous ne savez pas les mettre de manière ferme, et mettre des limites, c'est pas je mets mes limites, je râle un peu, hein, c'est mettre des limites et les maintenir, tenir de manière ferme, c'est-à-dire de vraiment s'opposer, c'est la réponse d'attaque, je m'oppose vraiment au dominant, au contrôlant, et je lui dis stop. Et stop, c'est non négociable. C'est pas oui, peut-être que je râle un peu, peut-être que
je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est stop, c'est non négociable, point barre. Tant que vous ne savez pas faire ça avec un alpha, bah, il prend le pouvoir. Voilà. Et vous lui donnez le pouvoir et vous êtes responsable de lui donner le pouvoir. Donc c'est intéressant de voir comment on s'attache à des alphas et qu'on y reste surtout parce qu'il y a une partie de nous qui ne sait pas mettre des limites parce qu'elle n'a pas pu les mettre enfant et que comme on n'a pas pu les mettre quand on était petit, c'était juste impossible, eh bien on continue de ne pas le faire et on ne sait pas le faire parce qu'on a peur que si on met des limites, l'autre, on va perdre le lien. Si on s'oppose franchement, si on mécontente ou on frustre l'autre, ça c'est le partenaire qui s'attache à un alpha, qui n'ose pas mettre une franche limite. Si jamais fait comme lui, si je monte au créneau, il va me rejeter, il va être mécontent et il va me larguer, ou il va être violent, ou enfin des tas d'imaginaires qui ne sont pas tout à fait vrais en tant qu'adulte. C'était vrai en tant qu'enfant, hein, c'est pour si vous avez eu des parents autoritaires. C'est vrai que mettre des limites à un parent autoritaire quand vous étiez petit, c'était pas possible, parce que l'autre, vous étiez au tapis, il était 10 fois plus grand et plus gros que vous, donc vous n'aviez pas le choix en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte, il y a peu de chances, vous avez toujours le choix et c'est votre responsabilité. Si vous choisissez quelqu'un qui dit non, c'est pas comme ça que je veux que tu sois, je veux que tu sois comme ça, et vous dites non, moi je veux être autrement, vous avez le choix de partir. Personne ne vous force à rester dans une relation en tant qu'adulte. Donc vous pouvez décider de mettre un stop et de dire non à l'alpha, parce que vous ne risquez pas grand-chose. Vous risquez juste, au pire, qu'il vous quitte. Et en général, il ne vous quitte pas parce qu'il est peut-être froissé dans sa susceptibilité, mais au moins, il a quelque chose qui est franc et direct en face de lui. Et les alphas aiment les gens qui sont francs et directs. Donc vous avez tout intérêt à monter au créneau et à devenir franc et direct comme lui, à oser le conflit ouvertement, au lieu de vous barrer en étant terrorisé ou de manière indirecte, ou à pas oser être vraiment réactif et être colérique, quoi, comme lui, parce que sinon, il risque vraiment de prendre le dessus et de vous terroriser toujours encore plus. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. À un moment donné, en tant qu'adulte, il faut risquer, il faut être audacieux et faire un petit pas de côté et oser prendre le risque d'être plus colérique si vous êtes vous êtes avec un alpha et vous êtes un altruiste ou un planqué ou un clivé. À un moment donné, il faut oser y aller, quoi. Ou même un frileux. Il faut oser confronter, oser être en colère quand un dominant prend le dessus sur vous. Et le risque, c'est toujours le risque de perdre le lien. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en tant qu'adulte? Quel est le risque de perdre le lien? Ça, c'est une vraie question de fond dans tous les profils, sauf le frileux. Quel est le risque que j'ai à perdre le lien en tant qu'adulte? Voilà. Au pire, je me retrouve dans ma solitude que je vais apprivoiser, comme le fait si bien le frileux d'ailleurs, qui lui adore sa solitude. Ça, c'est pour l'alpha. Hein. Donc, pour lui, ça serait bien qu'il apprenne à accepter de lâcher prise, à se détendre un peu et à se sentir en sécurité, qu'il gagne en sécurité. Ensuite, on a le planqué, qui est la structure 4, la structure dite masochiste. Donc, pourquoi s'attache-t-on pourquoi rencontre-t-on des structures 4, des planqués? Pourquoi on est attiré par des planqués? Parce qu'ils sont charmants, ils sont séduisants, ils savent s'adapter à l'autre. Donc, ils anticipent les attentes de l'autre. Ils sont champions de savoir stratégiquement, si je fais ça, il va aimer ça, si je me prends comme ça, il va aimer ça. Donc c'est des très bons manipulateurs dans la séduction. Voilà. Et ils savent, effectivement, puisque le planqué a peur du rejet, et donc il est le champion de faire des efforts d'adaptation pour être aimé. C'est-à-dire donner une belle image de lui-même. Voilà, ça c'est la force du planqué, et aussi sa faiblesse, sa fragilité qui est je donne une image à voir à l'autre pour me faire aimer et je ne suis jamais moi-même authentiquement. C'est très rare quand je suis authentique parce que je vais mentir je vais tronquer des images, des parties de moi, des facettes de moi pour me faire aimer de l'autre. Donc je donne une image, je fais chier, enfin, je donne à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il aime entendre, ce qu'il aime savoir, voilà. Tout va bien, je vais bien, même la marquise dans le meilleur des mondes. Et tout ce qui froisse, tout ce qui j'imagine qui risque de le froisser, comme j'ai peur du rejet, je ne lui mets pas sur le tapis, hein, je ne lui donne pas ça. Donc forcément, l'autre nous aime pour notre image qu'on donne à voir, mais il ne nous aime pas pour ce qu'on est.
Et c'est la plus grande envie et la plus grande peur hein, du planqué de l'amour. Donc pourquoi on est attiré? Parce qu'ils sont séduisants, ils sont charmants, ils donnent une belle image, voilà, ils sont tout feu tout flamme, ils sont enthousiastes, ils font plein d'efforts, ils adorent la fusion, donc voilà, ça part dans vous partez dans la fusée. Voilà. Et alors après, pourquoi on s'attache à des partenaires comme ça? Forcément, ils rentrent dans vos attentes, donc c'est charmant, ils font exactement tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez, voilà, plutôt sympathique. Alors eux, ils ne s'oublient pas, mais ils font des efforts d'adaptation. En fait, ils se soumettent tout en se disant dans leur fort intérieur, en commençant à se dire, ouais, mais enfin bon, là, je le fais, mais j'ai pas envie. Donc je fais des compromis. Hein. Quand je suis planquée, je fais des compromis. Mais là, j'aimerais bien faire seul quand même, ou j'aimerais bien faire avec d'autres. Mais bon, je vais peut-être pas oser faire dans un couple ou faire des compromis, parce que si je fais pas de compromis, c'est pas comme ça qu'on fait un couple. Si je fais pas de compromis, si je lui plais pas, je vais le décevoir. Et si je vais le décevoir, il va finir par me larguer. Donc on va pas le décevoir. Donc voilà. Donc ils sont attachants parce qu'ils sont adaptatifs, donc plutôt soumis. Hein. Mais en même temps, qui dit soumis dit rebelle par derrière. Donc ils vont faire par devant tout ce que vous voulez, puis par derrière tout ce qu'ils veulent. En clair. Et ils vont fuir la relation gentiment mais sûrement. C'est-à-dire qu'ils vont démissionner, un peu comme le frileux, mais d'une autre manière. Il va démissionner sans trop dire ce qui se passe. C'est une forme de fuite de la relation, en faisant d'autres choses ailleurs, en désinvestissant la relation, en s'intéressant à eux. Voilà, c'est une forme de fuite qui n'est pas très claire. Ils ne sont pas clairs en fait. Ils sont charmants, mais très vite vous les trouvez incohérents, incompréhensibles, contradictoires. Donc vous les trouvez bizarres, quoi. Et donc vous commencez à avoir des doutes. Et vous n'avez pas tort. Parce qu'en fait, ils ont du mal à se mettre en clarté, parce qu'ils mentent, justement, enfin ils mentent, c'est-à-dire qu'ils bricolent avec leur personnage, ils n'osent pas tout vous dire parce qu'ils ont peur du rejet, et ils font des efforts d'adaptation. Donc forcément, à un moment donné, ça finit par bugger ce genre d'affaires. Et en fait, le problème du planqué, c'est qu'il donne le pouvoir à l'autre, il a l'impression que l'autre a du pouvoir sur lui, comme s'il ne se sentait pas libre, et il se sent vite contraint dans la relation. Il a l'impression que l'autre, il attend plein de trucs, il anticipe qu'il attend, qu'il est exigeant, qu'il faut rentrer dans ses attentes, que s'il ne rentre pas dans ses attentes, il va le rejeter. Mais tout ça, c'est un imaginaire. Il n'y a même pas de vérité là-dedans. Donc s'il était en capacité, c'est ça la sortie du planqué, s'il était en capacité de mettre de la conscience là-dessus et de dire je vais arrêter de fantasmer dans ma tête que l'autre attend ceci, cela, je vais commencer à me mettre en vérité, je vais lui dire écoute ça je peux pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, en clair, et de le dire les choses, donner les infos en clair, soit il se fait rejeter, soit il se fait pas rejeter. Des fois, souvent, il se fera pas rejeter d'ailleurs, hein. Même s'il froisse l'autre dans sa susceptibilité, l'autre va pas forcément partir en courant parce que vous dites la vérité en tant que planqué. Et s'il se barre en courant parce qu'effectivement vous lui avez dit que ça vous aimiez pas, par exemple vous aimez pas faire trop de compromis sur un sujet que lui il aime et vous aimez pas, vous lui dites, et puis s'il se barre en courant, vous prendrez un autre partenaire, vous choisirez quelqu'un d'autre qui a plus d'affinité avec vous et basta. Mais vous êtes grand, vous n'êtes plus un enfant qui est obligé de se soumettre à l'autorité de papa ou maman pour être aimé, voilà, parce que ça vous faites payer cher. Quand vous êtes trop dans « je me soumets à tes attentes », en tant que planqué, après vous lui faites payer, parce que vous résistez par derrière. Faites ce que vous voulez, mais pas en dessous. Et après, l'autre est tout étonné que vous n'êtes plus là dans la relation. Mais il y a longtemps que vous êtes parti de la relation déjà. Vous avez quitté le navire, ça fait un moment, parce que vous avez été trop soumis dans la relation. Donc ça, c'est quand vous êtes planqué, voilà comment vous faites du mal dans la relation. Et quand vous vous attachez, si vous vous attachez à des partenaires qui sont des profils planqués de l'amour, vous ne comprenez pas grand-chose au film. À la fin, vous vous retrouvez un peu tout seul. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, parce que l'autre était tellement pas clair que vous n'avez pas compris un quart de ce qui s'est passé dans la relation. Pourquoi, à un moment donné, il a désinvesti, pourquoi il s'est pris un amant et une maîtresse, pourquoi... il ne vous a pas dit en clair ce qu'il voulait, parce qu'il râle un peu mais il râle pas vraiment, forcément, puisque depuis le début il n'a donné qu'une belle image, donc il n'était pas en vérité. Et bien c'est bien le problème. Donc après vous vous dites mais c'est l'autre, voilà, vous lui en voulez, vous n'avez pas tort,
mais en même temps, vous n'avez pas compris que le planqué a peur de vous. Il n'a pas l'air de montrer qu'il a peur de vous, mais il a peur surtout du rejet, et vous n'avez pas vu qu'il faisait des tonnes d'efforts d'adaptation depuis le début, des compromis en veux-tu, en voilà, vous n'avez pas remarqué. Parce qu'il est toujours très souriant, très aimable, et donc ça ne se voit pas derrière qui fait « Faque, va te faire foutre, j'ai pas du tout envie de faire ce que tu veux. » Je fais « Tout va bien, et puis par derrière, c'est « Ça me fait chier, mais je te le dis pas. » Après, il va se confier aux autres, par contre, le planqué. Voilà, donc pour le planqué de l'amour, c'est vrai que ce qui est bien pour lui, c'est de vérifier que il se met la pression tout seul comme un grand, qu'il n'a pas besoin de se soumettre, qu'aujourd'hui il est libre, hein, et que plus personne va le contraindre à quoi que ce soit, ni lui exiger quoi que ce soit, c'est lui qui se contraint tout seul en fait. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est pour le... Et je vais finir avec le clivé, après je vous laisserai un peu, je regarderai ce que vous avez mis. Hein. Et puis le clivé de l'amour, c'est le profil 5, hein, donc c'est celui qui... ce profil-là, c'est celui qui au départ aussi donne une très belle image. C'est celui, mais lui, c'est une image dans la société. Il est souvent très... Dans le milieu professionnel, c'est quelqu'un qui en met plein la vue, hein, il en jette. Hein. Il est souvent dans les affaires, où c'est quelqu'un qui a une fluidité, une aisance sociale qui est très, très forte. Il donne vraiment une belle image. Aussi il part souvent à la conquête, hein. C'est quelqu'un qui est assez donjouant et qui facilement a des facilités dans la relation aussi intime, en tout cas dans la partie conquête, la partie séduction et conquête, il est bon là-dedans, le clivé. Hein. Mais au bout d'un certain temps, lui il a une problématique dans l'intimité, c'est-à-dire il est très à l'aise dans le monde social, sur la sphère publique, mais sur la sphère privée, il a une grande difficulté à l'intimité, parce que lui, il ne s'estime pas, au fond il a la honte de lui, il n'est pas fier de lui, il a une petite estime de lui, et il montre l'inverse, il a un complexe de supériorité, donc il montre, c'est le pan, hein, tout feu tout flamme, là j'en mets plein la vue, donc très séduisant, etc. Mais en fait dans l'intimité, il a très vite, quand vous commencez à le connaître, il va avoir tendance à fuir l'intimité, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire grand-chose de lui, il est dans la pudeur, hein. Donc il ne va pas vraiment parler de ses sentiments, il ne va pas dire toute la vérité, il dit des choses, mais voilà, il ne parle pas de lui en fait. Hein. Donc il est en insécurité dans l'intimité et il est en sécurité dans le monde extérieur. Et il peut y avoir une honte, une culpabilité à être qui il est. Donc il joue un rôle en fait, hein. C'est quelqu'un qui joue un rôle pour être aimé, donc il donne une image de nouveau. Et donc souvent à un moment donné, le problème du clivé, c'est qu'il perd le désir. Au début, il y a du désir sexuel et puis souvent des sentiments. Et puis à un moment donné, soit ça bascule dans « je suis bon dans la sexualité, mais je donne plus mon cœur hein, », c'est-à-dire où je vais donner mon sexe et mon cœur ailleurs, soit donc le clivé sexuel ou le clivé romantique. Hein, soit je donne plus que de la tendresse et le désir sexuel n'est plus au rendez-vous. Donc voilà. Soit c'est l'inverse. Soit je donne de la sexualité, mais je donne plus mes sentiments, je les donne ailleurs. Voilà. Donc je me ferme, hein, je ferme mon cœur. Et c'est cette problématique coupure sexe-cœur du clivé qui est souffrante. Soit si vous vous attachez à un partenaire comme ça, parce que vous n'avez pas compris le film, puisqu'au départ, il vous convenait parfaitement, il est hyper attachant, hyper séduisant, hyper aimant, hyper ceci, hyper... Ben, tout est parfait, c'est très fusionnel. Et puis à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, etc., il n'est plus du tout le même. Ça change complètement. Il est plus dans... Il fuit, en fait... les clivés, c'est un peu les stars de ciné. Hein. Il commence à vouloir désirer ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc il va commencer à conquérir ailleurs, parce qu'il va commencer à dire ici, dans mon couple, c'est insatisfaisant. Il va commencer à pointer ce qui est insatisfaisant, et en fait, il fuit. En fait, il fuit la relation, soit sexuellement, soit romantiquement. Mais en fait, ce qu'il ne voit pas, le problème du clivé, c'est qu'il ne voit pas dans le champ intime, il n'ose plus être lui-même. Il est dans cette pudeur et il n'ose plus apparaître tel qu'il est. Il donne une image dans la sphère intime. Il n'est pas à l'aise dans la sphère intime. Et ça, il ne le voit pas. Il ne s'en rend même pas compte, c'est pas clair du tout, c'est complètement inconscient. Et du coup, chaque fois, il va reproduire ce schéma-là. Hein, il va répéter éternellement. Et vous, si vous êtes partenaire d'un clivé, vous comprenez, mais rien du tout. Vous dites, mais pourquoi il change? Il n'y a aucune raison. Puisqu'il n'y a rien à changer dans votre histoire, c'est lui
qui d'un coup fuit la relation en disant qu'il est insatisfait, mais ses raisons d'insatisfaction n'en sont pas en fait. Donc c'est archi pas clair. Et c'est juste quelque chose qui se répète dans son disque dur, qui est je manque d'authenticité dans l'intimité, et donc du coup à ce titre-là, je pense que un peu comme le planqué, si je mets tout sur la table, tu vas me rejeter, tu vas m'abandonner, je ne vais pas être à la hauteur, je suis le vilain petit canard, tu ne vas pas m'aimer, et donc je mets pas tout sur la table, et donc je fuis, et en te faisant croire que c'est toi qui es responsable, c'est toi qui fais faux. Hein. Parce que lui, il pointe toujours que c'est toi qui es insatisfaisant, au lieu de voir que c'est lui qui n'est pas assez authentique dans l'intimité. Voilà. Donc il a peur d'être jugé au niveau de l'intime, et il anticipe le rejet tout le temps. Et donc il dit, voilà, c'est toi la mauvaise partenaire, ou le mauvais partenaire, c'est pas toi la bonne, mais c'est donc le partenaire qui pose problème, et en fait, non. C'est pas le partenaire qui pose problème, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui est plus à l'aise dans la distance et dans l'apparence que dans l'intimité. Hein. Donc c'est lui qui crée le problème. Donc, et dans tous les profils que j'ai cités, vous avez compris que c'est jamais tellement l'autre qui pose le problème. Accuser l'autre, ce que je disais au tout début en introduction, c'est facile de dire « Ah mais c'est toi qui poses le problème, moi je fais tout, moi je suis une oie blanche, je suis vierge, moi tout va bien, je vais bien, et c'est toi le problème, c'est toi qui poses le problème. » Non, dans chaque profil, c'est pas l'autre qui est le problème, mais c'est moi qui est le problème. Donc, cette thématique qui est pourquoi s'attache-t-on à des personnes qui ne nous conviennent pas, en fait, elle est intéressante à regarder, mais sous une autre perspective, qui serait de dire, mais si je rencontre ce partenaire, c'est que c'est la personne parfaite que je dois rencontrer maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est parfaite pour que je la rencontre maintenant? Parce que le bon partenaire, c'est celui que vous avez. La preuve, c'est celui avec qui vous êtes. Donc, quand vous avez compris pourquoi vous avez choisi ce partenaire et que vous arrêtez d'accuser l'autre que c'est lui le mauvais partenaire, c'est lui pas le bon, donc vous arrêtez de vous positionner en victime, à ce moment-là, vous comprenez votre responsabilité là-dedans. Donc tous ces mécanismes inconscients qui ont fait que vous avez choisi ce partenaire et que vous n'avez pas fait un pas de côté pour changer quelque chose en vous, pour que ça se passe différemment, ça c'est une possibilité. Donc ici c'est une opération de changement de disque dur, hein, on change de formatage, on arrête de faire toujours et encore de la même chose avec ces stratégies de survie pour chaque profil que j'ai décliné. Vous avez vu comment chacun peut prendre sa responsabilité pour faire différent, pour se détendre un peu, pour augmenter la sécurité dans son profil et pas augmenter l'insécurité. Ou alors, autre manière de gérer aussi, de rester avec un partenaire, de rester avec cette personne avec qui vous êtes, puisque c'est en général le bon partenaire que vous avez choisi, c'est pas le mauvais partenaire, mais de se mettre à l'endroit, c'est-à-dire de toucher l'amour, c'est-à-dire de le prendre à l'endroit où il est, au lieu de vouloir le changer, parce que c'est soi-disant le mauvais partenaire, c'est soit de vous changer, pour arrêter d'avoir peur et d'être insécurisé, soit de l'aimer comme il est. Donc ça, c'est une autre option, hein, d'être au service de l'amour, donc de pouvoir faire avec l'autre comme il est, au lieu de vouloir obtenir un changement de lui ou d'elle. Ça, c'est encore autre chose, c'est une autre option. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà aussi avoir suffisamment d'amour pour soi et de prendre suffisamment de soin de vos besoins et d'arrêter de vous prendre pour des vilains petits canards ou des personnes qui ne peuvent pas être aimées, ou voilà, de ne pas croire en vous, des choses comme ça qui font que ça va bugger, ça va bloquer, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un à partir d'un endroit où vous ne vous aimez pas assez. Donc ça c'est important. Mais en tout cas, pourquoi s'attache-t-on à des personnes qui ne nous conviennent pas? Moi je reposerai la question différemment, c'est que on s'attache à des personnes qui ne nous conviennent pas parce qu'on a quelque chose à comprendre de ça. Et c'est comme un cadeau que la vie nous fait en nous resservant toujours le même plat, au lieu de le voir comme oui, la personne ne me convient pas, c'est encore un jeu du mauvais sort, il faut que je fasse c'est le pouvoir de l'attraction, il faut que je fasse des vœux de rencontrer l'âme sœur, parce que peut-être une fois je la rencontrerai, et là je ne fais pas le travail en fait. En faisant ça, je ne fais jamais le bon travail, qui est un travail d'introspection, de regarder chez moi quels sont les mécanismes de défense que je répète sans arrêt, qui font que je ne peux pas trouver une personne avec qui je peux relationner de manière durable. Forcément, parce que le problème, il est chez moi, il n'est pas tellement chez l'autre. En général, il est chez moi le problème, et c'est important de reprendre ici toute la responsabilité. Je dis tout souvent à mes patients, reprenez l'entière responsabilité de vos émotions, de vos actes,
de vos opinions, de vos mécanismes de défense, mais il faut les clarifier, de vos sentiments, de vos agissements, de tout. Prenez tout à 300%, reprenez tout à la responsabilité, et c'est pas l'autre qui est mauvais, c'est vous qui avez choisi ce partenaire parce que vous avez quelque chose à comprendre de ça, hein, parce qu'il répète des choses de vos histoires blessées, d'enfants blessés, que vous voulez restaurer, que vous n'avez pas été équipé pour faire autrement. Donc soit vous ne savez pas attaquer, vous vous soumettez, soit vous ne savez pas être en relation. Donc le frileux par exemple, il ne sait pas relationner parce qu'il fuit, il a peur du contact. Donc vous répétez des choses, malgré vous, de manière très inconsciente, et toujours en faisant ça, vous répétez toujours, mais le problème il est chez vous, il n'est jamais chez l'autre en fait. Voilà, et comme c'est des névroses complémentaires, ça s'emboîte parfaitement. Donc c'est comme des pièces de puzzle, hein, ça crée des emboîtements, et ça peut rester très longtemps, et d'ailleurs la plupart des relations de couple qui durent, très souvent, s'ils n'ont pas fait un travail vraiment sur eux, bah, ce sont des couples qu'on appelle symbiotiques, c'est-à-dire il y a un qui joue le parent et l'autre qui joue l'enfant. Donc c'est des colocs quoi en fait, hein. Mais il n'y a pas vraiment d'amour qui peut se faire vivre, donc c'est comme des enfants blessés là, qui sont des béquilles l'un pour l'autre, mais il n'y a pas véritablement d'amour, et il y a souvent des sentiments de frustration de part et d'autre d'ailleurs, qui ne sont pas dites, chacun s'arrange à sa manière pour faire avec l'autre. Bon, ça peut durer une éternité jusqu'à la fin de notre vie, mais ce sont des couples symbiotiques qui s'arrangent avec ça, mais il n'y a pas vraiment deux individus qui s'aiment, qui se respectent et qui font vivre l'amour entre eux, quoi, hein, qui font grandir l'amour entre eux. Donc c'est un peu dommageable à terme de rester dans des relations comme ça. Donc c'est important que vous puissiez y voir un peu plus clair, et vous avez vu ici dans ce développement que j'ai fait, qui est peut-être un peu long, où la part du psychologique est presque à 90% de la relation. Ça prend une part énorme. Quand je vois de plus en plus combien le psychologique prend le pas. Le psychologique, c'est quoi? C'est la résultante de nos attachements primaires à nos parents ou à nos éducateurs. Voilà. Donc c'est toutes les traces et les stigmates de nos premières relations, du nourrisson en nous, du bébé en nous, du petit enfant, de l'adolescent, etc. Toutes ces stigmates qui sont encore présentes chez l'adulte, qui fait qu'on voit avec un prisme d'enfant dans une peau d'adulte, et qu'on n'est même pas au courant de ça, et qu'on est bourré de ses craintes, de ses peurs et de ses incompétences en fait. On n'est pas compétent pour faire autrement, et on répète toujours la même chose. Voilà. Et cette non-conscience de ce formatage fait qu'on attribue la responsabilité à l'autre, et on finit par dire « Ah, je le savais bien, c'est toujours pareil », voilà, ça se termine comme ça, c'est toujours pareil avec celui-là ou avec un tel, je le savais bien, et je généralise sur l'ensemble de tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça. Alors là, les généralisations, on y a le droit, et alors là, c'est... Sur 3 ou 4 personnes avec qui on répète la même chose, on finit par dire « Ah mais tous les hommes et toutes les femmes, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, je ne trouverai jamais personne. » Ah oui, ben, forcément. Donc c'est comme ça que ça se passe en général. C'est pour ça que les gens bloquent et finissent par être très déçus de la relation, soit vont finir par éviter la relation, ne plus jamais avoir envie ou anticiper une telle souffrance qu'ils ne veulent plus y retourner, donc ils ne s'engagent plus, ou alors ils restent comme des frileux dans leur solitude. Ou alors il y en a qui vont en se disant « La prochaine fois, ça sera vraiment la meilleure. J'ai essayé plein de personnes, c'était pas les bons, je crois à l'âme sœur, le prochain sera enfin le bon. » Ils n'ont toujours pas travaillé sur eux, donc c'est reparti pour le prochain râteau. Voilà, il y a 2 manières de gérer les relations amoureuses, soit en mode j'anticipe la souffrance et j'y vais plus, mais j'ai toujours pas travaillé sur moi, ou les autres sont les mauvaises personnes, la prochaine sera la bonne. Et c'est mort. De toute façon, c'est lié à l'échec d'un côté ou de l'autre. Donc vous avez compris que le véritable travail, il est dans l'introspection, dans vraiment regarder comment je fonctionne, voir est-ce que je peux fonctionner différemment, et de découvrir que le partenaire avec qui vous êtes, c'est le partenaire parfait pour vous. C'est le partenaire parfait, la vie vous sert ce plat parce qu'il y a quelque chose à piger, à regarder, et c'est le cadeau en fait, c'est quelque chose, c'est une perle presque, hein, et à changer quelque chose pour arrêter de vous faire mal dans la relation. Voilà. C'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Alors attends, je vais relire maintenant, je m'intéresse à vous. Vous avez peut-être des... Je vous laisse la parole. Hein. J'ai quelqu'un qui me dit
c'est bien que vous parliez du travail d'introspection pour comprendre nos mécanismes et nos attachements primaires, plutôt que d'imaginer qu'avec la loi de l'attraction, une relation formidable va arriver. Cela demande de vraies prises de conscience. Oui, ça demande, bah, évidemment. Alors ça demande un plus grand travail. C'est pas très fun en fait. Ce que je propose est beaucoup moins fun que se dire je vais rêver à l'amour, à l'âme sœur, peut-être la prochaine fois, en faisant de la loi d'attraction, je vais peut-être la trouver, les autres ont trouvé, alors moi peut-être. Ça c'est plus fun. Hein. C'est beaucoup plus rigolo, c'est plus sympathique. Bon. Le travail que je propose est beaucoup moins fun, évidemment, parce que c'est un travail de mise en conscience, de mise en clarté, de tout ce qui agite, tous mes conditionnements, c'est-à-dire de tout ce qui se meut, ce qui s'agit à travers moi, à mon insu. Et je vous rappelle qu'il y a 90% des choses qui sont inconscientes. Donc rendre conscience qui est inconscient, c'est du boulot. C'est pas fun en plus, hein. C'est aller à la pêche, revenir visiter les souvenirs de l'enfance, revoir la souffrance de l'enfance. Bon, c'est pas toujours rigolo. Mais sur le long terme, c'est peut-être mieux, vous risquez moins de vous prendre des râteaux tout le temps et à la fin de finir aigri, voilà, aigri ou dans le regret de... Oui, aigri, souvent, c'est souvent aigri à la fin. Voilà. Alors, je relis... Frileuse, j'ai rencontré un altruiste ou indépendant. Un très grand amour auquel j'ai mis fin par trop t'étouffer. Bah oui, de nouveau, c'est pas l'autre qui a le problème. Alors vous avez compris, hein, c'est pas le dépendant, lui, il a un problème pour voir chez lui qu'il s'aime pas assez. Donc il se met en mode mendiant, je cours après quelqu'un qui ne me donne pas et j'ai l'espoir qu'il me donne plus. Donc là, je me respecte pas et je m'aime pas assez. Donc ça, c'est le dépendant qui est en mode panique quand l'autre ne donne pas, et pour le contre-dépendant, là, le frileux, il est en mode panique quand l'autre attend trop. Donc c'est aussi à lui de voir que l'autre, il attend peut-être pas tant que ça d'ailleurs, hein, c'est pas toujours vrai, c'est plutôt de descendre sur le terrain, et de nouveau, c'est un peu comme l'altruisme, c'est de demander ce dont il a besoin et de dire ça je veux, ça c'est ok pour moi et ça c'est pas ok pour moi. Mais pas de fuir la relation et de couper dès qu'il se sent envahi, parce que quand il coupe, ça augmente la panique chez l'autre. Donc l'invitation pour le frileux, c'est de rester dans le lien, même à distance, en mettant des textos, enfin en parlant de lui, en fait, en restant, en exprimant ce qu'il ressent, ce qu'il vit, et en faisant des demandes claires. Ça, c'est pas toujours évident pour le frileux qui s'extrait et qui coupe complètement la relation sans parler de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent. Et l'autre, ça le fait grimper en panique, mais grave de grave. Voilà. Est-ce que les profils sont modifiables? J'ai passé mon temps à dire comment on pouvait les modifier. Alors, rappelez-vous une chose, on ne modifie pas tout le disque dur, c'est juste pas possible. Ne vous mettez pas des idées en tête comme quoi un jour, définitivement, vous n'aurez plus du tout à faire à vos stratégies de survie qui ont défini votre personnalité. Mais ça peut s'alléger un peu. Et si ça s'allège un peu, vous vous détendez un peu. Et vous ne rencontrez plus les mêmes partenaires d'ailleurs, parce que quand on change un peu, on n'est plus attiré par les mêmes personnes, vous l'avez remarqué. Ou alors on les aime à l'endroit où ils sont, ou on n'est plus attiré par les mêmes parce qu'on a fait bouger des choses en nous, et donc du coup on a moins besoin de... La vie nous resserre moins le même plat, on a compris des trucs, on a changé, on sait mettre plus nos limites, on est moins mendiant d'amour, donc on se respecte plus par exemple, on est plus clair dans nos demandes, on est plus en vérité, hein, pour chaque profil, hein, vous voyez qu'il y en a qui ne disent pas du tout la vérité, donc quand on a appris à ne pas avoir peur de perdre le lien, on est plus aligné, plus dans notre puissance, et on ne rencontre pas les mêmes partenaires, on n'y reste pas pendant des siècles, hein, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus simple, les choses deviennent plus simples. Mais il faut faire un boulot, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. On peut pas, voilà, les choses ne viennent pas comme ça toutes seules. Souvent, c'est l'expérience qui amène, et la souffrance qui permet aussi d'évoluer. Hein. Il n'y a pas de... Souvent, ceux qui fuient la souffrance, donc la profondeur et qui vont éviter la souffrance dans la relation, ils ne vont pas comprendre grand-chose, en fait. Soit ils ne mettent pas assez en conscience les mécanismes de défense, soit ils veulent plus souffrir et ils vont pas regarder chez eux et ça va faire la même chose, quoi. Résultat des courses, même conclusion, on recommence toujours et encore la même chose. Voilà. Voilà. Parfois on se laisse choisir, ça c'est une femme qui me parle, qui me dit on se laisse choisir et on attire toujours le même genre d'homme.
Oui. Si tu te... De nouveau, c'est un mécanisme. Pourquoi je me laisse choisir? Pourquoi je ne vais pas de l'avant, hein? Pourquoi je ne suis pas proactive? Et pourquoi j'attends que l'autre me choisisse? Donc, on est de nouveau dans un formatage qui est j'ai peur. C'est menaçant, c'est toujours le cerveau reptilien. C'est menaçant de choisir un partenaire parce que je prends le risque du rejet. Mais au moins, quand je suis adulte, si je me fais rejeter et que je choisis le partenaire, alors j'ai des chances de me faire rejeter, mais au pire, je me fais rejeter, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas dans un drame comme dans l'enfance. Quand vous êtes petit, vous n'avez que 2 parents. D'accord? Vous ne vivez pas en tribu. Quand vous êtes grand, je rappelle toujours la même chose. Hein. C'est toujours un peu la même chose quand même. On est combien de milliards sur Terre aujourd'hui? 7 milliards. Donc, d'accord, 7 milliards. Donc, il y en a un qui vous rejette quand vous êtes adulte. Vous prenez le risque d'aller vers, il vous rejette. Vous rejette. Ça ne parle pas de vous personnellement forcément. Ça ne veut pas dire que vous êtes un canard. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il a le droit de ne pas vous choisir. Et alors, vous avez les 7, si vous êtes une femme, si vous êtes un, il y en a 3,5 qui vous attendent. Donc, il y a du monde sur Terre. Alors, je le dis toujours, tout le monde ne vous correspond pas. Il n'y a pas tout le monde qui va vous plaire. Vous n'avez pas matché avec tout le monde. Mais il y a quand même pas mal qui peuvent vous plaire dans le lot. Donc, vous ne les avez pas découverts, les autres. Et si vous vous appuyez, ce que j'observe aussi très souvent, c'est que vous vous appuyez sur vos peu d'expérience, parce que dans les enquêtes, on dit toujours que dans une vie entière, les femmes ou les hommes, enfin, peut dépendre, ça dépend des profils de personnalité, font en termes d'expérience amoureuse, entre 10, 20, 30, 40, 50, c'est grand max, 50. Il y en a peu qui dépassent les 50 partenaires dans une vie entière. Souvent, la moyenne, c'est 10. Entre 3 et 10. Imagine, vous vous basez sur 3 et 10 personnes, un échantillonnage minimaliste. 3 et 10 personnes dans votre vie, vous vous rendez compte, c'est 3 fois rien. Pour généraliser que oui, vous avez tout connu, vous savez tout, vous avez tout compris, et que tout le monde est comme ça, et que tous les mecs sont comme ça, et que toutes les femmes sont comme ça. Attendez, vous avez fait 3 fois rien d'expérience. Donc à partir de 3 fois rien, vous regardez de votre fenêtre, et comme on le sait, l'être humain est complètement rivé sur sa petite fenêtre et dans son monde, et il a l'impression que le monde entier est comme sa fenêtre. Mais pas du tout, vous avez fait 3 fois rien d'expérience, donc vous ne pouvez pas tabler sur les toutes petites expériences que vous avez faites. C'est parce que c'est l'inconnu, le monde est inconnu, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de cadre de référence autre que le vôtre. Donc c'est intéressant d'arrêter de se fier à ce cadre de référence qui est très minime pour aller à la découverte d'autres. Mais je rappelle que oser la rencontre, oser la découverte, oser aller vers le monde, ça c'est possible que si et seulement si vous vous sentez un peu en sécurité en vous. Parce que le bébé va explorer quand il se sent en sécurité à l'intérieur. S'il est en sécurité avec sa maman, alors bébé va explorer. Et donc, ça c'est intéressant aussi de le voir, c'est que si vous n'êtes pas suffisamment en sécurité, vous n'aurez pas cet état d'esprit d'être curieux et d'aller rencontrer les bonnes personnes, enfin les bonnes personnes, les mauvaises, peu importe, on s'en fout maintenant, vous avez compris, bonne ou mauvaise, le tout étant de faire des expériences, parce que c'est toujours le bon partenaire que vous rencontrerez de toute façon, donc flippez pas, mais d'aller vers les autres, d'aller être curieux, de faire des rencontres, que ça donne quelque chose ou pas, que ça réussisse ou pas. De nouveau, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais si j'obtiens pas ce que je veux, ça va être encore un échec. » Mais il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises relations. Il y a des relations qui peuvent être souffrantes, qui vous ramènent à comprendre des choses pour vous-même d'ailleurs, sur vous, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec relationnel, il n'y a pas de réussite relationnelle non plus d'ailleurs. Donc si vous changez de perspective, vous allez voir que la vie est faite d'expériences qui sont agréables et souffrantes, parfois même très souffrantes, mais qui vous permettent aussi d'évoluer, qui vous permettent de changer quelque chose, qui permettent de voir différemment. Et puis ensuite, vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu. Si vous êtes tout le temps aigri, c'est qu'il y a des choses qu'il faut regarder, qui n'ont pas été vues, pas mises en conscience, que vous continuez avec ça toujours et encore. Voilà. Vous avez les garçons, vous avez des choses à dire? Je suis avec des garçons, alors j'adore les garçons. C'est le clin d'œil. Vous avez des témoignages aussi à raconter sur vos histoires souffrantes ou Moi j'en ai beaucoup. Au moins une, un truc intéressant. Moi j'ai un truc intéressant, c'est que
mes 4 dernières relations, elles sont similaires, mais avec des personnes différentes. Ouais. Alors, je sais pas dans quel... Je pense, moi, que je rentre dans la case de l'altruiste. Hein. Je donne beaucoup, je fais des cadeaux, j'aime bien, j'écris des belles choses, je fais des... Bref. D'ailleurs, j'arrive avec un bouquet de fleurs en principe. Ah oui, c'est vrai, j'adore, il vient avec un bouquet de fleurs, j'adore. C'est vrai, ça. Et puis voilà, puis après, puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne marche plus, et c'est jamais trop la même histoire, en fait. Ouais. Ça dépend à quelle personne avec qui j'étais. Dernièrement, j'étais avec une fille enfin j'étais, et je suis encore un peu, je ne sais pas trop d'ailleurs, avec le premier cas, le premier type, je ne sais plus comment il s'appelle, ton premier type. Le frileux, la frileuse. Une frileuse. Une frileuse, et c'est vrai, à chaque fois que je vais vers elle, elle recule de 10 pas, et puis après, mais en même temps, je sens bien que qu'elle recule, mais elle ne veut pas reculer en fait. C'est juste qu'elle n'est pas capable de... Elle a trop peur en fait de tout un tas de choses qui lui sont arrivées par le passé. Alors, je suppose que toutes les raisons pour lesquelles la frileuse elle recule, c'est pas toujours les mêmes. Elle, c'est parce que bon, il y a eu plusieurs histoires de viol dans sa vie, et puis son père qui n'a jamais été absent, sa mère qui a trompé son père, enfin il y a plein de trucs, et du coup elle est hyper frileuse, oui. On ne peut pas aller vers elle comme ça, il faut que ce soit fait très doucement, avec beaucoup de délicatesse, et du coup c'est pas, tous les hommes n'ont pas le temps, la patience ou la possibilité de... Oui, c'est ça. D'aller vers... Oui, et donc c'est intéressant parce que frileux altruiste, tu veux, le frileux... il anticipe qu'on va lui faire du mal, donc il se remet dans sa coquille. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en se remettant dans sa coquille qu'elle se préserve, mais finalement elle coupe le lien. Et toi, en général, tu te dis, mais bon, moi, je fais plein de choses pour elle, je suis bienveillant, je veux son bien. Je fais attention par la couveuse de cadeaux, etc. Parce que j'ai remarqué que... Le frileux, ça... Parce qu'elle, vu qu'elle ne le fait jamais, je me suis dit que... Alors moi aussi, j'anticipe des fois. Je me dis, oui... faut pas que j'aille la blesser, donc faut pas que je fasse des choses qu'elle ne sait pas faire elle, quoi. Du coup, au bon moment, mais il n'y a plus rien du tout. Oui, parce que tu es plus naturel. Elle est plus présente, et si j'attends bien, au bout de 10 jours, elle m'appelle, elle me dit on pourra aller se balader ensemble. Bah oui. Mais il faut du temps. Bah oui. On n'en a pas toujours. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'altruiste, il va avoir tendance à trop solliciter, et là tu fais des efforts pour pas solliciter, parce que tu te dis, tu as compris qu'elle est frileuse, mais en faisant des efforts, tu n'es plus toi-même. Et tu livres pas, tu finis par couper le naturel, c'est-à-dire tu n'es plus toi dans ton mode. Je suis obligé de passer à autre chose, effectivement. Bah voilà, donc et en même temps, elle ne parle pas non plus. Elle ne livre. Pour une frileuse, c'est que le frileux ne se confie pas. C'est pénible. Il ne livre pas ses ressentis. Autant l'altruiste est facilement en capacité de parler de lui, d'écouter l'autre, etc. Autant le frileux se coupe. Et a du mal à se confier parce qu'il s'imagine que l'autre n'est pas un bon confident ou qu'il va le juger en fait, hein, le critiquer, le juger ou le maltraiter ou je sais pas quoi. Elle-même elle a peur de ce qu'elle pense d'elle et puis de il va mettre ses pas, quoi. Elle n'a même pas peur de moi, c'est tout à l'intérieur d'elle. La peur, c'est la peur que l'autre va lui faire du mal, hein, en général. Hein. La peur c'est la peur de la maltraitance très souvent. Hein. C'est pour ça qu'il se réfugie dans sa coquille. Donc il voit avec ses yeux d'enfant. Mais en même temps, c'est souvent la communication qui va aider. La communication, c'est est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce qui se passe pour toi, sur ce qui se passe pour moi. Et c'est vrai, du côté de l'altruiste, toi, c'est aussi, au lieu de te taire aussi, d'oser demander ce que tu as besoin et de voir si l'autre peut répondre ou pas. Tu vois, ce que j'ai dit, recevoir ce qu'elle te donne, mais aussi demander clairement. Prendre soin de tes besoins, c'est demander clairement ce que tu as besoin plutôt que de ne rien dire et de faire passer en loose day ton insatisfaction. Parce que quand tu lui dis pas ce que tu veux, en clair, quelque part, tu es aussi dans tes mécanismes de défense, toi. Oui, tu vois. Et là, ce qui est encore plus fort, c'est que tous les deux, on est pareil. Elle ne me dit pas ce qu'elle veut et moi, je ne peux pas lui dire ce que je veux. Mais parce que toi, tu as l'habitude de ne pas demander ce que tu veux. Parce que tu crois que si tu demandes, tu n'auras pas. Tu ne vas pas obtenir ce que tu veux en demandant. Donc cette habitude, ça pour toi, hein, si je vais travailler là-dessus, c'est ça te faire travailler sur... Et je sais prendre soin de mes besoins, et je sais demander ce que j'ai besoin, et si au pire, elle ne me répond pas à mes besoins en demandant, ce n'est pas grave, j'irai trouver quelqu'un d'autre qui pourra plus répondre à mes besoins. Ou autre chose sera satisfaite. Ou autre chose, où je vais prendre soin en faisant... Voilà, pas forcément une autre personne, mais je vais apprendre
à recevoir de l'abondance et à tolérer de l'abondance, au lieu de rester toi aussi dans ton mode pénurie et insatisfait, parce que finalement tu es insatisfait de cette relation. Mais j'ai changé des choses par rapport à ça justement, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'attendais qu'elle demande, elle, des choses, je disais des fois, elle parle toujours dans le général ou dans des théories, des machins, je dis mais toi dis-moi ce qui est pour toi, et jamais elle me répond, quand je dis ça, jamais elle me répond. Et donc du coup moi je me suis dit, je vais commencer moi. Je vais dire moi oui, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. De lui donner la permission de dire. Et du coup, elle répond un peu plus. Oui, voilà, ça c'est un truc que souvent je propose à mes patients, à mes participants, c'est de leur dire tu commences par être authentique ou à part ici, c'est de demander clairement ce que tu veux ou à parler de tes ressentis et tu donnes une permission à l'autre de faire comme toi. Ça, donc il faut bien qu'il y en ait un qui commence. J'ai quand même le sentiment d'être toujours un thérapeute quand même. Bah toi, tu es altruiste. Donc l'altruiste, justement, c'est pas son job. C'est d'être trop empathique, d'en faire trop, en fait. Hein. Et de vouloir sauver l'humanité. Donc ça, c'est le problème de l'altruiste. Et pendant que tu fais ça, tu ne t'occupes pas de tes besoins. De nouveau. Si, quand même. Parce que là, tu changes. Non, parce que j'ai pris la bouteille. Oui, parce que tu changes. Parce que voilà, t'as compris cela. Mais c'est vrai que le fait de t'occuper de l'autre, c'est une manière de ne pas t'occuper de toi. Ouais. Et plus tu le fais, et moins tu t'occupes de toi. Donc après tu râles. Donc ça, c'est le trip de l'altruiste. C'est pour ça que c'est important de voir dans chaque profil comment je m'attache à des partenaires qui ne me conviennent pas par rapport... et que je fais toujours la même chose. Mais quand tu commences à changer, effectivement, que tu commences à être moins dans le sauveur, à dire, bon, bah écoute, c'est bien, si toi, tu n'es pas capable de me donner assez d'amour, bon, bah, j'essaye des trucs, puis si ça finit par marcher, bah tant pis, je vais lâcher l'affaire ou je vais faire autrement, tu vois. Ça veut dire que tu as évolué. Alors c'est ça. Sinon, je correspond tout à fait au schéma du petit enfant qui a été... j'ai été avorté, ma mère a essayé de me virer 3 fois. Après, ma mère m'a beaucoup frappé. Elle m'a jamais donné son sein. J'ai jamais pu la toucher, tu vois, le faire des bisous. Oui. Des fois, je m'approchais pour faire des bisous sur son bras. Elle me repoussait, etc. Mon père est absent, il est tout en boulot. Donc effectivement, je rentre tout à fait dans l'histoire du... manque. Ouais. Donc il faut que je donne un maximum tout ce qu'on ne m'a pas donné. Moi, des fois je dis, mais tu rends compte, tu verrais tout ce que je suis capable, ce que je pourrais t'offrir, pourquoi tu n'en veux pas? Des fois ça me rend fou. Et oui, mais tu vois, quand tu penses ça, ça c'est une manière de t'oublier en fait. Oui, tu vois, de dire, je peux te donner, non, je vais m'occuper de mes besoins et apprendre à obtenir ce dont j'ai besoin en tant qu'adulte. Et si l'autre ne me donne pas, je vais petit à petit trouver des stratégies pour trouver ce dont j'ai besoin par moi-même, et pas que par moi-même, par aussi les autres, d'autres personnes. Mais pas dans la relation, mais pas attendre de l'autre que ça... Voilà, pas trop attendre de l'autre, que l'autre te donne ce qu'il ne peut pas te donner et le vérifier. Demander ce dont tu as besoin, en clair. Maturité. Ouais, et puis d'apprendre à tolérer toujours plus, parce que le problème c'est que tu as vécu en famine, et l'habitude c'est d'être familiarisé avec la famine, de faire avec peu. Et c'est ça qui est le problème chez l'altruiste, c'est que à la limite il reste dans des relations comme ça où il se maltraite parce qu'il fait avec peu sans demander clairement, en donnant au lieu de recevoir. Et si l'autre donne trop, tu vois, demande-toi pourquoi tu prends pas des altruistes. Hein, tu pourrais prendre des gens qui donnent voilà, comme par hasard. Parce que d'un coup qu'il te donne, mais pourquoi? Parce que c'est ça. D'un coup que l'autre te donnerait trop, tu n'es pas habitué à recevoir trop. Donc tu pourrais te désintéresser, ne pas être intéressé par celui qui donne trop, parce que d'un coup ce serait oula, mon Dieu là. Ça me rappelle, j'ai fait des ateliers sur l'abondance. J'y arrive pas. Voilà. Il y a une famille, mais c'est pour ça. C'est important de le comprendre que tu vas choisir comme par hasard des frileux ou des planqués, enfin surtout des frileux, tu vois, comme par hasard. Parce que justement, d'un coup que ce serait trop pour toi, tu ne pourrais pas le gérer. C'est comme si ton organisme ne pourrait pas tolérer autant, d'un coup. Donc tu dois apprivoiser l'abondance petit à petit. Tu vois ? Et ça, c'est un déformatage aussi. Et c'est aussi intéressant de voir, ça c'est une des raisons pour lesquelles les altruistes s'attachent à des personnes, c'est pas qu'ils leur conviennent pas, c'est que c'est eux qui ne savent pas tolérer plus. Et qui ne s'intéressent pas aux autres altruistes, par exemple. C'est-à-dire ceux qui donnent autant avec générosité, comme par hasard, ceux-là tu les regardes pas. Tu vois, tu les dis, mais... Alors qu'il y en a un paquet, hein, il y a plein de gens qui sont dans je te donnerai tout. Bah oui, ils sont comme toi. Je croyais qu'il y avait que moi. Alors, il y en a plein, des altruistes, il y en a un paquet, qui disent ah oui, il n'y a que moi qui donne ici.
je me sacrifierai sur l'autel. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du tout? Ah, on t'entendait pas distinctement. Ah, c'est dommage. Ah mince! On recommence? Non, mais on va t'entendre dans la caméra. Je repasserai, parce que là, vous avez le direct, mais je mettrai sur ma chaîne un peu plus tard, vous aurez la conférence sur ma chaîne. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, écoutez, c'est parfait. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, je vous rappelle que la prochaine fois, je traiterai... donc, la première, c'était pourquoi on s'attache à des personnes qui ne vous conviennent pas et pourquoi on ne s'intéresse pas à des personnes, on l'a un peu vu avec toi, mais je reviendrai comme ça de manière plus précise, pourquoi on ne s'intéresse à des personnes qui ne conviennent pas, et pourquoi on ne regarde pas, on n'est pas attiré, on ne choisit pas les personnes qui seraient bonnes pour nous. Comme par hasard. Donc, bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui me le disent, ils me disent, mais... Alors je dis, mais pourquoi vous choisissez ceux-là? Vous n'êtes pas obligé, hein, personne ne vous force, et surtout à y rester. Pourquoi vous ne prenez pas les autres, là, qui seraient bien pour vous? Ah bah non, ah bah je pourrais pas rester avec eux, dis donc. Je supporterais pas. Ah bah oui, bah posez-vous la question. Hein. Donc en fait, c'est comme si vous mettez toujours dans des impasses. Voilà, mais il y a quelque chose à regarder dans cette histoire de... Pourquoi est-ce qu'on a tendance... on n'est pas maso, on ne se maltraite pas, on ne se veut pas du mal. Je pense qu'il y a vraiment ces histoires de profil de personnalité qui répètent toujours des schémas non conscients et qui finalement s'achoppent, enfin s'emboîtent comme si c'était une moule avec son rocher, quoi. Voilà, et ben merci de m'avoir écouté. Et puis vous pouvez suivre mes actualités en vous abonnant à la newsletter. Ou alors vous allez sur mon site, puis bon, j'anime des ateliers, je ferai une prochaine conférence. Bon, je pense que la prochaine sera là-dessus ou d'autres. J'attends que la Gazette Café rouvre hein, pour pouvoir enfin avoir un vrai public. Ah, ça me manque, ça, le vrai public, où on était nombreux. Alors bon, s'il y a des occasions, j'hésiterai pas à vous faire part de conférences où il y a plus de monde. Voilà, mais en tous les cas, j'ai plaisir à voir que vous me suivez en live aussi, que vous êtes là. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Et puis à bientôt les amis, pour une prochaine fois.